puissant tremblement de terre intervenu en Indonésie, dont l'épicentre était situé à une faible profondeur, 7 km, a provoqué des scènes de panique des habitants fuyant leur maison. L'Institut américain de géophysique a précisé qu'il a été suivi par plus d'une centaine de répliques. Au moins 2 des répliques étaient d'une magnitude supérieure à 5. Les dégâts sont lourds. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. Environ 40 autres ont été blessés et des centaines de maisons ont été endommagées. Le séisme a aussi été ressenti sur les petites îles de Gili, au large de Lombok, des destinations touristiques populaires. D'après le porte-parole de l'Agence indonésienne de géophysique et de météorologie, aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne sont pas dangereux. Le typhon Jongdari, accompagné de vents allant jusqu'à 180 km/h, a touché le territoire japonais en Ise dans la nuit de samedi à dimanche, selon l'agence météorologique. Il a cependant été rétrogradé dans la foulée en tempête tropicale, mais l'état d'alerte demeurait en matinée dans de nombreuses provinces. Après avoir déversé des pluies torrentielles sur l'est du Japon, la tempête évoluait dimanche après-midi en direction de l'ouest et les autorités ont exhorté des dizaines de milliers de personnes à évacuer avant que les précipitations ne s'intensifient. Jongdari évoluait dans le Chungoku, la région occidentale, où les pluies d'une ampleur exceptionnelle ont provoqué début juillet des inondations et des glissements de terrain qui ont fait environ 220 morts. Plus de 4000 survivants y vivent encore dans des abris provisoires et de nombreux habitants dans leurs maisons endommagées. Fort heureusement, il n'y a pas de nouvelles inondations pour l'instant. Au moins 19 personnes ont été blessées dans 6 préfectures de l'archipel, selon la télévision publique NHK. Plus de 170 vols intérieurs ont été annulés dimanche et les liaisons ferroviaires étaient également perturbées. Avant l'arrivée de la tempête, les autorités avaient averti la population du risque de pluies torrentielles, de glissements de terrain, de vents très violents et de grosses vagues. Elles avaient appelé à des évacuations préventives, se montrant particulièrement prudentes car nombre d'habitants étaient début juillet restés bloqués faute d'avoir suivi les ordres d'évacuation qui ne sont pas contraignants au Japon. Les opérations de vote ont débuté ce lundi avec près de 2 heures de retard dans la capitale Moroni, en l'absence de matériel électoral, à l'heure théorique de l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, soit 4 heures GMT. Le référendum, dont l'issue fait peu de doutes en raison du boycott de l'opposition, se déroule sous haute tension. Quelques 300 000 Comoriens doivent répondre à la question « Approuvez-vous le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001 révisé en 2009 et en 2013. Ce projet renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État et lui permet de se présenter pour un 2e mandat consécutif de 5 ans, alors que l'actuelle constitution, qui a permis de ramener un peu de stabilité dans un pays secoué par une longue série de crises séparatistes et de coups d'État, l'interdit. Le texte supprime aussi les postes de vice-président et la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de l'archipel. Enfin, il fait de l'islam la religion d'État dans ce pays où l'écrasante majorité de la population pratique un islam modéré. Ce lundi, les urnes en plastique ont été saccagées dans 2 bureaux de vote situés dans une école du quartier de Ankunu à Moroni, ont constaté des journalistes. Les bureaux de vote doivent fermer à 16 heures, soit 13 heures GMT. Les résultats pourraient être connus dès la nuit de lundi à mardi. C'est suite aux violentes pluies de mousson qui touchent l'Inde qu'un hôpital dans l'état de Bahir s'est retrouvé inondé. Le spectacle désolant montre des poissons nageant entre les lits des malades.
Alors que l'eau sale dévalait dans l'unité des soins intensifs à l'hôpital université de Nalanda de Patna, les patients se sont tassés comme ils ont pu sur leur lit en attendant que les flots passent. La mésaventure illustre les problèmes posés aux infrastructures du pays par la mousson qui sème chaque année mort et destruction. De juin à septembre, des dizaines de milliers d'immeubles et d'habitations sont régulièrement inondés. Depuis mai, 545 personnes sont mortes à cause des pluies qui ont affecté d'une manière ou d'une autre plus d'1 million de personnes. Les États alentours étaient également en alerte et les autorités ont évacué 3000 habitants des zones proches de la Yamuna qui a dépassé sa cote d'alerte à New Delhi. Dans l'État de Haryana, beaucoup de cours d'eau atteignaient également leur cote d'alerte. Plus de 200 000 personnes vivent dans des camps de secours dans l'Assam. On s'en souvient encore comme si c'était hier. La disparition inexpliquée en 2014 de l'avion de Malaysian Airlines, vol MH370, avec 239 personnes à bord. Un rapport d'enquête publié lundi en Malaisie a ravivé la colère des familles de victimes. En effet, elles espéraient que ce rapport officiel leur apporte des informations leur permettant de faire leur deuil plus de 4 ans après le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Mais pour les proches de disparus, le rapport n'apporte aucune nouvelle information. Comme l'ont dit les membres de notre équipe, nous n'avons rien détecté d'anormal du côté des pilotes. C'est tout ce que j'ai dit. Nous n'avons pas dit qu'ils n'avaient rien fait. C'est une possibilité qui n'est pas exclue. Pour ma part, j'ai l'impression que les recherches avaient une portée plutôt limitée. Elles étaient basées sur des informations qui leur avaient été fournies au préalable. Elles n'ont donc pas été menées de manière indépendante. À ce stade, on estime qu'il n'y a rien de nouveau dans ce rapport, rien que nous ne sachions déjà. Mais il souligne des manquements de la part de plusieurs agences gouvernementales ou des choses qui auraient pu être mieux faites, des protocoles qui n'ont pas été respectés, des instructions qui n'ont pas été suivies. L'équipe d'enquêteurs est incapable de déterminer la véritable cause de la disparition du MH370. C'est ce que conclut ce rapport de 400 pages. Une vingtaine de débris découverts n'ont pas permis d'élucider le mystère. Depuis le mois d'avril, le nombre de demandes d'asile déposées par les Nicaraguayens au Costa Rica et dans d'autres pays a augmenté de façon exponentielle. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le Costa Rica a reçu la plupart des demandes d'asile, mais le Panama, le Mexique et les États-Unis ont aussi enregistré une tendance à la hausse durant cette période. Actuellement, 200 demandes d'asile sont enregistrées chaque jour au Costa Rica, selon le HCR qui entend aider les autorités à porter ce chiffre à au moins 500. Selon les autorités costariciennes, près de 8000 demandes d'asile présentées par des ressortissants nicaraguayens ont été enregistrées depuis avril et quelques 15 000 autres ont reçu des rendez-vous pour un enregistrement ultérieur, les capacités nationales de traitement étant saturées. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appelle à la solidarité internationale et au soutien au Costa Rica et aux autres pays accueillant des réfugiés et demandeurs d'asile nicaraguayens, alors que des milliers de Nicaraguayens fuient les tensions politiques croissantes, la violence et de graves violations des droits de l'homme dans leur pays. Le Nicaragua est en proie depuis le 18 avril à un mouvement de contestation antigouvernementale durement réprimé qui a fait plus de 300 morts et 2000 blessés selon plusieurs organisations de droits de l'homme. La déflagration est survenue peu après l'aube lorsque des militaires et des membres d'une milice pro-gouvernementale ont intercepté une camionnette. C'était alors qu'ils se préparaient à l'inspecter à un point de contrôle à l'extérieur de la localité de Lamitan. Les forces gouvernementales avaient été placées en état d'alerte après avoir reçu des informations selon lesquelles des groupes armés envisageaient de poser des bombes artisanales en différents endroits de l'île.
Un soldat, 5 miliciens et 4 civils ont été tués, selon le porte-parole de l'armée philippine, Edgar Arevalo. L'attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique, dont l'organe de propagande, Amaq, a affirmé qu'une attaque suicide a tué environ 15 membres de l'armée des Philippines à la mi-temps. Le porte-parole du président Rodrigo Duterte a condamné l'attentat, parlant d'un crime de guerre visant a priori les civils. Abu Sayyaf est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui a fait plus de 150 morts depuis les années 1970 dans le sud de cet archipel. Il a été créé dans les années 1990 grâce au financement d'un membre de la famille du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Des partisans et opposants à la légalisation de l'avortement ont manifesté ce mercredi devant le Congrès. Et pour cause, le Sénat argentin a validé ce mercredi le test du projet de loi de légalisation de l'avortement qui sera soumis le 8 août prochain au vote des sénateurs. Une initiative visant à raccourcir le délai de l'avortement avait été présentée devant le Sénat, mais elle a été rejetée. Il n'y a pas de consensus. Le débat aura lieu en plénière le 8 août. On ne peut pas perdre, on ne peut que gagner. On est les vainqueurs, vous êtes d'accord ou pas? À bon entendeur, salut, comme disent les Français. Cette loi doit être rejetée, surtout parce que ce n'est pas une urgence de santé publique. Elle ne protège pas les femmes, elle ne propose pas de solution. L'avortement est une solution facile, c'est vraiment dégradant. Les groupes anti-droits n'ont pas proposé une seule alternative. Ils n'ont rien signé. Un rejet ou quoi que ce soit, ils n'auraient évidemment pas le nombre de voix. Donc, nous croyons que ça nous renforce. Si la majorité des 72 sénateurs votent le test, l'IVG sera légalisée. Si le projet de loi est rejeté, comme l'espère l'Église, fortement mobilisée, il ne pourra pas être présenté à nouveau au Parlement avant 2019. Partis de Libye à bord d'une embarcation pneumatique, les 40 migrants secourus avaient été perdus en mer durant 5 jours avant d'être repérés par le navire Caroline III envoyé par un centre de secours maltais. À leur arrivée au port de Zarzis, 3 d'entre eux, dont 2 femmes enceintes, ont été transportés à l'hôpital régional pour de simples consultations. Les autres sont partis vers le centre d'accueil des migrants à Médénine, le seul en Tunisie. Originaires d'Afrique subsaharienne, du Bangladesh et d'Égypte, les migrants ont été accueillis par les autorités à leur arrivée. Je demande au gouvernement tunisien de prendre soin de nous et de supplier les Européens de nous accueillir. La Tunisie fait partie des pays cités comme possible localisation pour des centres d'accueil de migrants ou des plateformes de débarquement hors de l'Europe décidées par les 28 pays membres de l'Union européenne lors d'un Conseil européen à Bruxelles. Vous pouvez penser que j'exagère et parfois c'est vrai que j'exagère. Mais la vérité, c'est que je souffre sur le terrain. Tels sont les propos de la star du Brésil et du Paris Saint-Germain Neymar en réponse aux critiques sur ses chutes à répétition pendant la Coupe du Monde. Le joueur le plus cher de l'histoire du football explique que quand il est impoli, ce n'est pas parce qu'il est un enfant gâté, mais c'est plutôt parce qu'il n'a pas appris à être frustré. Éliminé avec le Brésil en quart de finale du mondial en Russie, Neymar, actuellement en vacances au Brésil, explique également qu'il lui a fallu du temps pour accepter la critique, pour se regarder dans le miroir et se transformer en homme nouveau. Je tombe, mais seul celui qui tombe peut se relever, conclut-il.